la définition du risque politique en Chine doit passer d'abord par le fait, essayer de régler un malentendu. Parce qu'au fond, ce qui est à l'œuvre actuellement en Chine, ça n'est pas la vieille pensée classique chinoise qui s'inscrit dans le livre des mutations et dans la nuance et la complexité du livre des mutations, qui est donc le symbole d'une longue subtilité qui avait impressionné d'ailleurs les penseurs occidentaux, dont Leibniz au XVIIe siècle, y compris d'ailleurs notre Carl Jung, psychiatre, la psychologie. Edgar Morin récemment parlait comme d'un exemple abouti de la complexité et de la nuance. Ce à quoi nous avons affaire, c'est autre chose, c'est la brutalité du Parti communiste chinois, qui est au pouvoir depuis 1949 et qui a aussi montré son extrême brutalité dans la conquête du pouvoir dans les années qui ont précédé son arrivée au pouvoir. Quand on parle de risque politique, ce n'est pas la première fois. Je me souviens que dans les années 2000, un Sino-Américain du nom de Gordon Chang, que ceux qui travaillent sur la Chine connaissent certainement parce qu'il s'est trompé, parlait du coming collapse of China. Et il en parlait donc dans un livre qu'il avait écrit en 2001, et il avait eu le tort de même identifier la date, l'année à laquelle l'effondrement de la Chine se produirait, en 2011. La plupart de son argumentation est une argumentation, c'est un Sino-Américain qui est né aux États-Unis mais qui a travaillé une vingtaine d'années à Shanghai et à Hong Kong, était du fait qu'il y avait en effet une contradiction entre l'esprit d'entreprise capitaliste qui a quelque chose de personnel et de prise de risque, avec la brutalité de la domination et de la prévalence du parti en Chine. Et à partir de là, il a identifié un risque. Et ce risque ne s'est pas produit parce qu'à partir du moment où la Chine est entrée dans l'OMC en 2001, d'ailleurs sans remplir complètement les conditions de son accession, parce qu'elle ne respectait pas du tout les règles du marché, l'économie chinoise, au lieu de s'effondrer, s'est envolée de manière considérable. Il suffit de regarder les graphes qui montrent la croissance chinoise à partir de 2001, date à laquelle la Chine a été admise à l'OMC. Et donc, il a un peu corrigé ses pronostics en 2011, 2012, mais Gordon Chang reste dans l'histoire comme quelqu'un qui a peut-être manqué les raisons pour lesquelles le parti réussissait à se maintenir en Chine envers et contre tout. En 2013, quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus connu, qui est une grande sinologue française qui s'appelle Marie-Claire Bergère, a, elle, écrit un livre qui touche un peu plus à cette réalité du compromis et de la contradiction entre l'entreprise et la direction de l'État. Son livre s'appelait « Le nouveau capitalisme d'État ». Elle a identifié à ce moment-là dans son livre que la Chine, le parti poussait les champions nationaux le plus possible. Cette tendance s'est accélérée après, quoi qu'il en dise d'ailleurs, après l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2013, l'État avance et le privé recule. Guojin Mintui, c'est ce qui s'est passé. Elle a aussi identifié dans cette évolution qu'il n'y avait pas vraiment de bourgeoisie en Chine. Pas de bourgeoisie triomphante, dit-elle, et pas de bourgeoisie du tout. En fait, contrôlée toujours par le parti, et elle finissait par dire, au fond, que le modèle n'était ni pérenne ni exportable. Ni pérenne parce que dans son idée,
il avait des limites et la question est-ce que nous sommes en train d'atteindre ces limites de la contradiction entre l'esprit d'entreprise et le contrôle politique permanent, qui d'ailleurs s'est manifesté de manière assez sérieuse l'année dernière avec la mise au pas de plusieurs entrepreneurs. On se souvient de ce qui s'est passé avec Jack Ma, mais il n'est pas le seul. Tencent aussi a été mis au pas de manière assez brutale. En 2015, un sinologue très connu qui s'appelle Chambaud, David Chambaud, qui est un homme qui a toujours qui était en fait l'éditeur en chef du China Quarterly, qui est une sorte de bible de la Chine moderne, auquel les sinologues qui travaillent sur la Chine font souvent référence et se réfèrent souvent, a été souvent invité en Chine, discuter avec les chercheurs chinois. Il avait donc ses ouvertures dans la Chine et il a en 2015 écrit dans le Wall Street Journal un article dans lequel il prédisait une crise possible. Alors, cette crise, il disait très exactement ceci: déterminé à ne pas être le Gorbatchev chinois, Xi Jinping pourrait bien, par sa politique despotique qui met la société et le parti sous tension, rapprocher le régime de sa chute. C'est la dernière analyse de. Alors, cet article est paru en 2015, et évidemment, il n'y a pas eu de problème tout de suite, mais nous sommes maintenant en face de quelque chose qui ressemble un peu à cette prévision de David Chambaud. Au moment où la Chine est en pleine fête du Nouvel An, où, comme tous les ans, vous avez à peu près 2,3 ou 4 milliards de voyages qui vont durer jusqu'au 16 février à peu près. Le parti est en face d'un certain nombre de problèmes dont le premier est sanitaire, le deuxième est démographique, le troisième est économique, le quatrième est stratégique, et enfin, le dernier est politique, et j'insisterai sur cette partie politique tout particulièrement parce que ce que nous avons vu à cette occasion de zéro Covid, Covid-19, etc., c'est quand même une succession de tête à queue assez extraordinaire qui, à mon avis, rappelle particulièrement l'ADN de brutalité du régime. Alors, en ce qui concerne le risque sanitaire, l'ouverture brutale en décembre, début décembre, de cette fermeture opaque complète de la Covid-19 qui a duré presque 3 ans, a libéré un certain nombre de contaminations et il y a quelque temps, on a assisté à un psychodrame d'ailleurs entre l'OMS et Pékin sur le fait que le parti ne rendait pas compte suffisamment de cette nouvelle crise de la Covid, mais il a fini par expliquer qu'il y avait eu 60 000 morts à peu près en un mois, tout en faisant pression sur les médecins pour qu'ils n'inscrivent pas, afin de ne pas discréditer le pouvoir, pour que les médecins n'inscrivent pas sur les causes du décès qu'il s'agissait des causes de Covid. Donc cette première tranche sanitaire est peut-être en train de reculer parce que bon, on n'a pas beaucoup d'informations d'ailleurs sur comment les choses se déroulent maintenant. Le deuxième souci est un souci démographique, puisque brutalement, en 2012, en 2022, nous avons appris que la population chinoise avait reculé de 850 000 personnes, ce qui peut paraître anodin, mais en réalité, c'est un recul qui était prévu, mais qui arrive plus vite que prévu. Et l'une des raisons de ce recul brutal, c'est précisément toujours la brutalité du parti qui, à partir de 1979, a installé la politique de l'enfant unique,
qui a duré jusqu'en 2015 et qui est probablement une des origines de cela. Alors, je relativise un peu cela parce que, pour l'instant, le vieillissement de la population, qui est en fait une des charges supplémentaires qui va peser sur l'économie du régime, le vieillissement de la population est encore très inférieur à la nôtre, puisque les populations qui ont plus de 65 ans en Chine, c'est autour de 14%, et nous ne sommes pas très loin de 20%. Donc, il faut relativiser un peu ce problème démographique, mais il faut bien comprendre que pour les Chinois, c'est un choc considérable parce que la Chine a toujours été considérée comme une puissance démographique. Et donc, ça agit forcément sur la mentalité des Chinois. Quand on regarde les chroniques, on s'aperçoit que, par exemple, du temps de la dynastie Song, ce qu'on disait à l'époque, c'est-à-dire à peu près en l'an 1000, la population chinoise était de 30% de la population mondiale. Et depuis que je m'intéresse à la Chine, elle a toujours été à peu près de 20% de la population mondiale. Autrement dit, sur Terre, un homme sur cinq est chinois. Donc là, je pense que le recul démographique a un impact psychologique important sur le sentiment que les Chinois se font de leur puissance. Le troisième impact est économique. Et alors là, nous avons une chute importante de la croissance qui a deux raisons. Une première raison, c'est une raison structurelle. C'est un peu quand on fait du saut en hauteur, quand vous sautez 2,10 m et que vous êtes à 1,80 m, ça passe très bien. Mais dès que vous commencez à atteindre 2,05 m, c'est plus compliqué. Donc la croissance faiblit. Mais en fait, il y eut aussi en 2022 une chute importante de la production. Même au premier semestre 2022, la production a été négative et donc la production a reculé en Chine et elle a atteint en 2022 à peu près 3%. La croissance était à 3%, ce qui était très loin des prévisions du parti, et c'est ce qui a beaucoup choqué l'appareil. Et en fait, elle était à peu près aussi basse qu'en 1976, c'est-à-dire juste après les longues tranches de la révolution culturelle. C'est dire que le choc économique est important, avec cependant un bémol important, puisque pendant cette période-là, la, 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 le surplus commercial, qui est un des moteurs de la Chine, a été considérable, puisqu'en 2022, en gros, elle a enregistré à peu près 800 milliards de dollars d'excédent commercial. Alors, j'entends beaucoup de commentateurs qui parlent du freinage, n'est-ce pas, du commerce chinois. C'est un freinage, oui, c'est vrai. Le surplus commercial se réduit. Il était de 60 milliards en novembre, alors qu'il était de 100 milliards en août. Mais par rapport à nous qui avons 150 milliards de déficit commercial, la Chine ne fait que réduire son déficit, son surplus commercial. Donc, il faut un peu. La Chine a de grosses réserves. Et donc, quand on parle de choc économique, il faut faire attention au fait que la Chine a 3 000 milliards à peu près de réserves de change qui sont libellées en dollars et elle a un très gros matelas de son surplus commercial. Mais c'est vrai que la crise a provoqué, et en partie est due à la brutalité du régime, en particulier la mise au pas des entreprises numériques, provoqué le chômage des jeunes. Et donc, on est à peu près à 15 ou 16% du chômage des jeunes, avec en plus un système qui ne parvient pas à moderniser son système économique, avec une prévalence considérable accordée à l'immobilier, qui a donné cette année des exemples importants de fragilité, ce qui met en cause d'ailleurs l'ensemble du système, avec le fait que la plupart des gouverneurs locaux se financent en partie sur l'immobilier, qui est une projection qui sert
aux dirigeants locaux à afficher une croissance et à atteindre l'affichage de la croissance qui est prévu, ce qui est un peu étrange d'ailleurs, parce que le parti a toujours considéré l'affichage de la croissance comme un geste politique important. Et donc, les gouverneurs de province ont utilisé l'immobilier, les secrétaires généraux des partis des provinces ont utilisé l'immobilier pour remplir leur quota de croissance et arriver au bout. On est actuellement dans la mise en cause et en tout cas l'expression des fragilités de ce système qui, tant qu'on n'arrivera pas à régler, n'est-ce pas, une meilleure partage des ressources et partage de la richesse, que le Premier ministre Li Keqiang, lors de l'ANP de 2020, qui avait été retardé en mai, qui était en visioconférence, avait souligné en disant qu'il y avait à peu près 600 millions de Chinois qui vivaient avec 1 000 yuans par mois, c'est-à-dire en gros 140 €, 140 $. Ce qui avait fâché d'ailleurs Xi Jinping à ce moment-là, parce que M. Xi Jinping est un peu toujours dans cette expression du rêve chinois, n'aimait pas qu'on parle de ça. 600 millions, ça fait quand même 40% de la population chinoise qui vit de manière moins riche que la Chine, n'est-ce pas? Et il suffit de regarder d'ailleurs le classement de la Chine au PNB par habitant et on se retrouve très très loin en arrière. Donc, la Chine est riche, mais beaucoup de Chinois sont pauvres. C'est une fragilité du régime. Le souci suivant de la Chine est qu'à la suite, c'est stratégique, et qu'à la suite d'une politique très grand style d'affirmation de puissance à l'international par l'intermédiaire des nouvelles routes de la soie, et une sorte d'affirmation de populisme, nationalisme anti-occidental, la Chine est en tension avec la plupart des pays occidentaux et même avec l'Union européenne qui voulait jouer son propre jeu par rapport aux Américains, mais qui a été obligée en mai 2020 de stopper l'accord sur les investissements qui, après 10 années de négociations, avait été conclu en catastrophe à la fin de 2019 entre Angela Merkel et le parti, parce que l'ambiance, n'est-ce pas, à propos d'ailleurs des tensions au Xinjiang avec les Ouïghours, l'ambiance au Parlement européen ne se prête pas du tout à la à la ratification de ce traité sur les investissements chinois. Alors maintenant, j'en viens, après avoir rapidement brossé toutes ces inquiétudes, j'en viens au problème politique de la Chine actuellement, avec un tête-à-queue extraordinaire qui a quand même surpris beaucoup les observateurs, n'est-ce pas? Et dans lequel on voit que le pouvoir a changé complètement son attitude sans prévenir et en laissant à peu près les administrations, les gouverneurs totalement livrés à eux-mêmes, le politique ici livré à eux-mêmes. C'est donc ce que nous voyons, c'est là ce que nous avons vu à ce moment-là. D'ailleurs, après 3 ans de fermeture, ouvrir complètement l'économie chinoise pour ensuite déclencher une explosion de cas, de décès, avec la pression politique exercée sur les médecins pour qu'ils cachent, n'est-ce pas, les causes virales des décès, c'est quelque chose qui renvoie donc en face de cette brutalité qui est l'ADN du régime.
Alors, l'ADN du régime, on peut la décrire depuis que le parti a été créé en 1921. On a d'abord la conquête des campagnes, n'est-ce pas? Lucien Bianco en parle de manière très précise. La conquête des campagnes chinoises s'est faite par la terreur, n'est-ce pas? Avec des quotas d'exécution de paysans riches, et s'il n'y avait pas assez de paysans riches, on passait à l'exécution de paysans moins riches. Donc, comme l'URSS, comme Staline, n'est-ce pas, les paysans chinois, comme les paysans russes, ont été terrorisés et malmenés. Et dès l'arrivée au pouvoir, en 1950, le régime occupe le Tibet. En 1950, il détruit les monastères, provoque la fuite du Dalai Lama. Le 5 mars 1989, il déclenche une répression extrêmement brutale qui fait 150 morts et installe la loi martiale au Tibet. Nous sommes en 1989, peu de temps avant la répression sur Tiananmen. En 1954-56, en réaction aux attaques dans le Xinjiang, parce que le problème du Xinjiang date depuis très longtemps, contre les symboles du pouvoir chinois au Xinjiang, l'islam est interdit purement et simplement au Xinjiang et les musulmans sont, par le parti et les apparatchiks du parti, obligés de manger du porc. Dans les années 56-57, c'est la répression anti-droitière, n'est-ce pas, et qui est suivie immédiatement de la brutalité idéologique du grand bond en avant, qui produit 35 millions de morts, n'est-ce pas. Quelque temps plus tard, c'est la terreur rouge de la révolution culturelle. Et nous arrivons donc ensuite à la répression du 4 juin 1989. Ce qui est assez, sur Tiananmen, ce qui est assez étonnant, c'est que Deng Xiaoping lui-même, qui avait bien compris qu'il fallait libérer la Chine de cette extraordinaire transe idéologique imposée par Mao, avait compris qu'il fallait ouvrir tout de même le système politique. Il l'avait dit lui-même. Et il a commencé par nommer un réformateur, Hu Yaobang, qui était un personnage politique de haute qualité, qui a été nommé dans les années début 80, mais qu'il a limogé en 87 parce qu'il trouvait que probablement il irait trop loin et mettrait en cause la prévalence du parti. Il a été ensuite remplacé par Zhao Ziyang, qui lui aussi a été relevé. Zhao Ziyang était un réformateur, il a été relevé et il a terminé sa vie en résidence surveillée. Alors, depuis cette date, depuis 89, si vous voulez, on a la répression permanente des mouvements sociaux, parfois d'ailleurs on n'en parle que très rarement, mais lorsque les gens viennent pétitionner à Pékin, on les enferme dans des hôtels, des séquestrations. On a aussi un régime qui agit d'une manière violente et symbolique, si vous voulez, contre les migrants qui n'ont pas du tout de droits civiques là où ils viennent travailler. Et donc, c'est un migrant intérieur qui sont ce que j'appelle les soutiers du miracle, mais qui sont en partie privés de leurs droits sociaux. Donc, c'est une violence symbolique contre une partie de la population, qui fait à peu près 150 à 200 millions de personnes. Et puis, vous avez également la répression très brutale qui s'est prononcée contre Falun Gong à partir de 1999. Et nous sommes dans cette logique-là, n'est-ce pas? La question maintenant qui est posée, quelle est la certitude ou l'incertitude et quel est le risque d'un problème politique en Chine, n'est-ce pas? Il faut général, il faudrait que vous puissiez, si vous pouviez conclure. Oui, très bien. Donc, je vais conclure. On a ce que nous avons vu à partir de l'automne 2019, c'est purement et simplement l'occultation
de l'apparition du virus, la convocation des lanceurs d'alerte, la mort de lanceurs d'alerte qui s'appelle Li Wenliang, qui était un ophtalmologue de 34 ans, dont les poumons étaient détruits et qui est mort étouffé à l'hôpital de Wuhan. Et à ce moment-là, nous avons vu apparaître sur les réseaux sociaux, qui a été immédiatement effacée, la fameuse litanie du mensonge de Solzhenitsyn. Nous savons qu'il mente, ils savent aussi qu'il mente, ils savent que nous savons qu'il mente, nous savons, et tout ceci en chinois, ça a été effacé tout de suite. Et cette transe a été relayée également par une blogueuse qui a publié un livre qui est paru en France d'ailleurs, qui s'appelle Wuhan Will Close Journal. Ce livre est paru en France et dans son livre, elle écrit ceci: qui a perdu du temps? Qui a décidé de cacher la vérité au peuple? Qui a menti pour sauver la face? Qui a sacrifié la vie de la population aux considérations politiques? Combien sont-ils responsables de ce désastre? Par la suite, nous avons cette extraordinaire dichotomie d'un congrès qui adoube le président Xi Jinping pour un troisième mandat à la tête du parti et une série de manifestations qui entourent ce congrès. D'abord, un ingénieur qui inscrit sur le pont du troisième périphérique Zhetong, dans lequel il s'attaque directement à Xi Jinping et qui demande sa démission. Et puis ensuite, vous avez les fameuses révoltes, non, les fameuses manifestations, qui ne sont pas des révoltes, que le parti a tout de suite étouffées par une méthode beaucoup plus douce que celle de Tiananmen, c'est-à-dire la séquestration un par un de tous les meneurs qui sont encore en prison. Et donc, Frédéric Lemaître, qui est correspondant du Monde à Pékin, dit en quelque sorte ceci dans un de ses articles, comme une tragédie grecque en trois phases: la victoire en 2020, le doute en 2021 et l'échec en 2022. La question est comment ceci réagit-il sur le parti, et est-ce que sous la surface, il peut y avoir des tensions? Et à mon avis, elles sont évidentes. Il y a toujours trois mouvements à peu près dans le parti et au comité central. Il y a d'abord les maoïstes, qui sont les maoïstes radicaux, qui reprochent à Xi Jinping de ne pas être allé trop loin assez loin dans l'étatisation. Ensuite, vous avez de l'autre côté les libéraux qui sont pour l'instant tous détruits, en prison ou en fuite. Et puis, vous avez au centre une grande marée qui est fidèle à Deng Xiaoping et qui reproche à Xi Jinping probablement d'avoir tourné le dos au pragmatisme de Xi Jinping en affichant une politique assez brutale à l'extérieur et à l'intérieur. Voilà. Alors maintenant, est-ce que ces trois mouvances provoqueront une crise majeure en Chine? C'est très difficile à dire. Il y a une chose qui est certaine, c'est que l'audience, qui est une audience de prévalence absolue de Xi Jinping sur le parti, est actuellement écornée. Et il n'est pas impossible que lui-même puisse avoir un problème sous la surface. Quant aux conséquences sur l'économie, elles ne changeront probablement pas. Le parti contrôle toujours à peu près tout et ne se laissera probablement pas déborder. Donc, pour les investisseurs en Chine, je pense que avoir conscience que le parti est toujours présent, c'est le minimum.
et je ne crois pas qu'il y aura de grands changements par rapport aux investisseurs en Chine. Voilà, je vous remercie de votre attention.